Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec Mathieu Sans tasse cette fois. pour vous parler à nouveau de Suicide Squad. Alors, Suicide Squad, on l'a beaucoup aimé, et bien sûr, on vous encourage et à lire la critique qui est en description de cette vidéo, mais également à aller regarder la critique vidéo qu'on a faite, qui est évidemment excellente. C'est un film qui a tapé dans l'œil d'à peu près toute la rédac, ou en tout cas de tous ceux qui l'ont vu dans la rédaction, et si on avait envie de vous en reparler, c'est évidemment pas pour vous en refaire une critique, mais pour faire une petite discussion, un débat sur le poids que le film pourrait avoir au sein de l'univers DC, et également sur ce qu'il représente, on va dire, dans le cinéma de super-héros. C'est aussi l'occasion de reparler un petit peu du parcours de son metteur en scène, James Gunn, qui a un profil assez atypique à Hollywood, et particulièrement au sein des réalisateurs, on va dire, de grosses franchises, de blockbusters contemporains. Donc voilà, c'est ce dont on voulait vous parler. Et il y a une première question qui nous est apparue, mon bon Mathieu, c'est qu'on s'est dit tout simplement, est-ce que le film peut être un grand succès, va réussir à être un gros succès ? Oui, parce qu'on se disait, quand on a lancé la critique écrite et qu'on a balancé aussi la vidéo, enfin on a tout mis d'un coup à l'embargo, quoi, quand on a eu le droit d'en parler, on s'est rendu compte que beaucoup de gens donnaient leur avis, nous envoyaient des commentaires et tout ça, en nous disant putain, mais en fait, moi, je voulais pas du tout le voir ce film. Il m'intéressait pas du tout, la bande-annonce me donnait pas envie. En fait, il y a assez peu d'attentes, finalement, autour du film, alors que quand même, beaucoup de cinéphiles qui suivent Gunn et compagnie, je pense, l'attendaient de pied ferme, on peut le dire. Hein. Et il y a vraiment assez peu d'attentes, surtout quand on compare à d'autres grosses attentes qu'ont générées d'ici. Par exemple, je pense à Joker, qui était un précédent film classé R, hein, donc un classement moins de 17 ans non accompagné aux États-Unis, qui, il y a encore 10 ans, n'aurait jamais rêvé atteindre le milliard comme Joker l'a fait, grâce à une promotion incroyable, et qui, justement, avait réussi à vraiment créer de l'attente. Il y avait eu Venise, bien sûr, mais déjà avant ça, Oui, les parce que bandes annonces. Le film a été primé, il a reçu le Lion d'Or Voilà, au Festival de Venise. ce qui est assez inattendu. Les bandes annonces, tout ça, la promotion en général de Warner était très efficace. Beaucoup de gens sont allés le voir grâce à ça. En fait, même si on compare avec le premier Suicide Squad, il y avait aussi beaucoup d'attentes, hein, alors qu'on voyait déjà que ça sentait un peu le roussi dans le matériel promotionnel qui changeait. On a vu le film se transformer au fur et à mesure de la promotion. Qui changeait de gueule au fur et à mesure du truc. Genre, on a vu la post-prod exister dans les bandes annonces, et pourtant, il y avait quand même encore grande attente. Donc pourquoi, finalement, il y a aussi peu d'attentes, alors que James Gunn a fait quand même beaucoup de films qui sont très appréciés. Je pense que les Gardiens de la Galaxie sont des films qui sont super appréciés. Moi, je pense qu'il y a un dénominateur commun aux trucs qui sont vachement attendus par les trucs d'ici et qu'il n'y a pas dans ce Suicide Squad. C'est des personnages aussi iconiques que le Joker. Bien sûr, mais c'est pas pour rien qu'on parle de marque ou de licence. Effectivement, en fait, les studios emploient désormais ce terme, ou IPs, qui veut dire Intellectual Properties en anglais. C'est parce que, oui, comme tu le dis, les gens sont d'abord intéressés par un personnage. Batman, le Joker, Superman, Iron Man, enfin ce que tu veux. Et tout simplement, à ce petit jeu-là, plus tu as un personnage connu, plus tu vas, on va dire, un peu automatiquement drainer de potentiel public. Je pense qu'il faut ajouter à ça que tu disais, James Gunn, il a pourtant fait des trucs super, oui, mais il n'y a pas une proportion énorme de spectateurs qui vont, on va dire, faire varier leur attente en fonction des metteurs en scène. Par exemple, sur les gens qui, en valeur absolue, seront quand même très nombreux probablement à aller voir Suicide Squad à sa sortie, je suis pas sûr qu'il y ait une proportion énorme de gens qui se disent « Ah, j'y vais pour James Gunn ». Du coup, quand tu as à la fois une galerie de personnages qui ne sont pas les plus identifiés, tu ajoutes à ça un précédent film qui a été vraiment, enfin je sais qu'il a des fans, hein, et c'est pas du tout pour les attaquer, mais qui s'est vraiment fait taper dessus, et par le public, et par la critique. Tu ajoutes également que peut-être celle qui est la plus connue sur l'affiche, enfin le personnage Harley Quinn, Birds of Prey, ça a été, je crois, un des scores les plus décevants au cinéma, pour l'univers d'ici. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui font, je crois, qu'il n'y a pas une attente gigantesque autour du film. En effet, c'est vrai que Harley Quinn, ils ont essayé d'en faire un personnage moteur de l'univers d'ici de beaucoup de façons, et en fait, je pense qu'ils se sont tous rendus compte que c'était juste pas possible, elle peut pas tenir un film sur ses épaules, et là ça en est encore la preuve, c'est-à-dire que sa seule présence, même si c'est Margot Robbie, etc., ça suffit pas. Alors en France, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'on voit mal le film exploser les scores pour beaucoup de raisons. Le premier étant évidemment la situation sanitaire et plus précisément l'histoire du pass sanitaire qui a fait dropper, je crois, de 70% le chiffre. Voilà, c'est ça. Alors on enregistre cette vidéo parce que bien sûr on peut pas préjuger de ce qui va se passer, et ça n'est pas aussi, pour les gens qui nous écouteraient, en soi une critique
du dispositif en lui-même, c'est juste un constat sur le fonctionnement des audiences à l'heure actuelle. Effectivement, elles ont baissé de quasiment 70% sur l'ensemble du territoire, donc il semble dans ces conditions assez difficile à tout film qui se respecte, même un film très grand public, on va dire de pouvoir réaliser le maximum quoi, de son potentiel. Ouais, c'est assez énorme. En plus de ça, il y a un mastodonte français gigantesque qui est arrivé juste avant, qui est Kaamelott premier volet, qui à l'heure où on parle, je crois, a déjà dépassé les 800 000 entrées, et sans le pass sanitaire, je pense qu'il aurait dépassé le million, ce qui est quand même ça paraît évident. Ce qui est quand même un très... Enfin, c'est un film énorme, donc on s'y attendait, mais qui est quand même un très gros score. Enfin, je veux dire. Ouais, surtout en ce moment, bien sûr. Surtout en ce moment, évidemment. Une véritable bouffée d'air frais, d'ailleurs, on peut le dire, pour les exploitants. Enfin, du coup, qui aurait été de courte durée, mais. Et du coup, ils le savent un peu, la promotion est pas extraordinaire. Enfin, je veux dire, on voit pas. Mais ils battent pas aussi fort. Ils battent pas aussi fort que qu'en temps normal, tout simplement. Voilà. Et aux États-Unis, ils planifient entre 30 et Warner planche sur entre 30 et 60 millions de dollars de recettes d'ouverture, ce qui comparé au succès énorme, qui est du premier film, qui avait je crois fait 170 millions ce premier week-end. Enfin, un truc complètement oui, mais hallucinant. c'était un très très beau premier week-end. C'était énorme et ça s'est vraiment pété la gueule par la suite parce que la critique. Parce que les gens ont vu le film. Les gens, voilà, c'est ça, les gens ont vu le film. Alors, est-ce qu'aux États-Unis ça a marché ? Alors, aux États-Unis, il fait face à un double défi, c'est-à-dire qu'il va sortir simultanément au cinéma et sur HBO Max, la plateforme maison de Warner, ce qui veut dire que il faut aussi également rajouter qu'aux États-Unis, même s'il n'y a pas de pass sanitaire au moment où on enregistre cette vidéo, néanmoins il y a beaucoup de cinémas qui n'ont pas réouvert et il y a encore des États où les salles ne sont pas ouvertes. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas rentrer en salle, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre sur Twitter, notamment à James Gunn directement, qui voulaient en gros faire des junkets, donc interviewer un peu l'équipe de façon très rapide, mais qu'en fait Warner réservait ce privilège aux gens qui allaient voir les films en projection en salle et eux ils râlaient en disant non en fait nous on veut pas risquer de se contaminer en salle, donc il y a une vraie défiance d'une petite partie je pense du public qui a beaucoup moins en France du moins. Oui mais puis surtout moi je te dirais la difficulté ensuite ça va être d'évaluer le succès et le potentiel d'abonnement que génère Suicide Squad donc sur HBO Max. Ouais. Parce qu'effectivement, tu le disais, surtout avec la classification R, le studio pour les salles doit compter sur le bouche à oreille. Mais si le bouche à oreille est excellent, est-ce qu'il va pas engendrer plutôt de l'abonnement sur HBO Max, ce qui serait très positif et pour le film et pour Warner. Mais donc disons qu'à tout le moins, ce seront des chiffres qui seront un petit peu difficiles à évaluer. Surtout qu'on ne bénéficiera, semble-t-il, que des chiffres de Warner. On n'aura pas, quand il y a des entrées salles, tout simplement, il y a ou des tickets ou des sommes, bref, mais qui sont arrêtés, qui sont vérifiés par plusieurs entités. Et donc on peut se risquer à dire, tiens, c'est plutôt positif, très positif, négatif, etc. Là, on aura littéralement beaucoup moins de données, beaucoup moins vérifiables. Oui, c'est souvent le problème avec ces nouvelles sorties simultanées qui sont devenues un peu une nouvelle norme à cause de la pandémie, un peu pour certains, c'est un peu une excuse aussi, bref. Oui, c'était dans les tuyaux et la situation a permis de l'accélérer. C'est un débat un peu complexe, mais c'est souvent le problème, c'est qu'on l'a vu d'ailleurs avec Marvel, et Disney+, c'est que autant sur les sorties salles, on a des vraies sources chiffrées sur des vrais sites qui nous permettent d'aller voir et de dire concrètement, objectivement, il y a eu autant d'entrées pour tel film. Autant sur les plateformes, en fait, d'ailleurs c'est l'intérêt pour ces grandes marques d'avoir des plateformes, c'est qu'elles zappent les intermédiaires. De fait, elles sont totalement maîtres de leurs propres chiffres et elles peuvent ou non nous les divulguer et on est souvent tributaire de ce qu'ils racontent. On a aussi beaucoup vu ça avec Netflix qui a une façon très à lui de compter les programmes qui sont vus et qui du coup nous dit « Ah ça c'est un super succès mais bon ». Selon notre façon de compter. Donc, voilà. Et puis tout ça amène aussi à une question parce que on s'inquiète là de la réussite du film, mais nous il nous a énormément plu. Toi comme moi, on est assez intéressé par le parcours de son réalisateur. Donc c'est James Gunn à qui on doit pour ses films les plus connus les 2 Gardiens de la Galaxie, les 2 premiers. Il va également réaliser le 3e, mais qui avait également mis en scène des films comme comme Super, comme Horribilis. C'est quelqu'un qui vient de Trauma, on y reviendra sans doute, mais c'est une petite société complètement folle créée par Lloyd Kaufman qui est spécialisé on va dire dans le Z anarchiste d'horreur cradingue, rigolo et très politique en fait, et ultra sympathique. Bref, il a un parcours assez spécial et on se demandait un petit peu quelle place il allait ou non continuer de prendre dans l'univers des super-héros, aussi bien chez DC que chez Marvel et tout ce que ça peut vouloir dire pour cet univers. Oui, parce que pour le coup, la genèse de Suicide Squad par rapport à ça est assez fascinante. C'est vraiment fascinant. C'est-à-dire que, on l'a dit, il vient de Trauma, qui est vraiment bête et méchant, quoi. C'est un peu l'écurie ultime des sales gosses. Exactement, c'est vraiment un truc de sales gosses. Horrible. Il est arrivé à Hollywood. Alors certes, il a fait des scénarios pour Snyder, d'ailleurs, pour L'Armée des Morts. Il a bossé sur Scooby-Doo, notamment. Oui. Mais il a aussi fait un film d'horreur qu'on aime beaucoup tous les deux, je pense,
qui est également ultra cradingue, déjà avec Michael Rooker, qui s'appelle donc Horribilis, on en a parlé. Super, qui est déjà un film de super-héros, mais qui est aussi quand même... Qui joue avec l'anti-film de super-héros, justement. Qui joue avec le malaise, qui pour moi accomplit beaucoup de ce que Kick-Ass a échoué à faire sur certains points, même si j'aime beaucoup Kick-Ass, attention. Kick-Ass est très sympathique, mais disons que, on va dire, une vraie critique méchante, corrosive, qui fait un peu mal du genre et de la représentation de ce que c'est qu'on va dire que le super-héroïsme américain, c'est vraiment Super qui y est arrivé. Exactement, ouais, c'est vraiment... C'est trop bien. Regardez Super si vous avez l'occasion. Et donc il arrivait sur Marvel, sur des gros films que sont Les Gardiens de la Galaxie, où il s'est beaucoup épanoui. On aime beaucoup tous les deux ces films-là, alors qu'on n'est pas des aficionados absolus de l'univers Marvel, on peut le dire, parce que c'est des films qui sont assez à part. Oui. Et ensuite, il y a eu une certaine affaire, c'est-à-dire que, en gros, il avait tweeté à l'époque, alors je sais pas si c'était vraiment à l'époque Trauma, mais c'était... alors c'est un peu après Trauma, si ma mémoire est bonne. Okay. En fait, il y a tout un moment où... alors je suis pas allé faire les archives d'internet parce que l'histoire est pas foncièrement intéressante dans son détail, mais en gros, ce qui se passe, Gunn, à un moment, fait des espèces de petits courts-métrages débiles, ultra... adolescent, provoque, crado, tout ce que tu veux. Il y a notamment c'était les PG porn, qui sont des parodies de trucs un peu à la Saturday Night Live, des petits sketchs et des parodies de porno. Mais donc en version PG, c'est-à-dire tout public, c'est la classification américaine. Donc c'est des trucs, il y a Sacha Grey notamment qui joue dans, je crois que c'est Hot Drive Assistance, je vous le recommande. Vous pourrez le trouver sur YouTube facilement. Et bref, et donc en gros, ce sont des petites leçons de mauvais goût appliquées. Et lui à l'époque s'amuse, en même temps sur Twitter, à prolonger les rôles qu'il fait dans ces sketchs-là. Et donc il tweet des insanités, mais des trucs dégueulasses, mais vraiment c'est l'enfer. Mais bon, au moment où il le tweet, déjà il a pas du tout l'audience qu'il va avoir par la suite. Et surtout, il tweet pas en tant que James Gunn, il tweet en tant que personnage de fiction. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Je veux dire, c'est pas un canular, c'est ça que je veux dire. Pour personne, il y a le moindre doute sur le fait que James Gunn est en train de raconter des énormités. Mais attention, des énormités dans lesquelles vous allez trouver des blagues nécrophiles, des blagues racistes, des blagues sexistes, des blagues pédophiles. En fait, tout est là, c'est l'enfer intégral. Mais plutôt très drôle si vous aimez le mauvais goût. Et puis, au moment de... Je crois que c'est juste après l'annonce d'ailleurs des Gardiens de la Galaxie 3, il y a un tweetos assez connu pour son activisme, on va dire, du côté de l'alt-right et de l'extrême droite en général américaine sur les réseaux, qui... sciemment, bien sûr, parce qu'on va pas faire à ce type le procès de l'intelligence, a priori il savait très bien ce qu'il faisait, ressort tous ces tweets pour dire genre, bah dis donc, c'est un drôle de type ce monsieur James Gunn, et évidemment ça s'emballe, et comme Gunn, on va dire, Gunn, il avait fait un crime de lèse-majesté, c'est que plutôt que, on va dire, de prendre la parole du côté démocrate en disant « Oui, les démocrates, c'est le bien, les républicains, c'est pas le bien », bah lui, il faisait un truc, c'est qu'il se foutait de la gueule des républicains. Mais vraiment, il se moquait d'eux. Et il n'était pas dans la grande déclaration de « Me voici progressiste, le camp du bien », il faisait le truc qui est toujours le plus douloureux, c'est littéralement tourner l'adversaire en ridicule. Ce qui, évidemment, passait pas très bien. Et donc, il s'est retrouvé avec des tweetos relativement mal intentionnés qui ont fait ressortir ces tweets. Disney n'étant pas toujours connu pour sa diligence avec qui va contre la ligne de l'entreprise, ni une ni deux, il s'est fait virer. Oui, c'est ça, il s'est fait Alors ils ont gardé son scénario, ils ont dit, mais ils l'ont viré de la réalisation donc des Gardiens de la Galaxie 3. Et donc là, c'est assez rigolo quand on se renseigne, parce qu'en fait, on se rend compte il se virait, je crois, en 2018, genre l'été 2018, un truc comme ça. C'est ça, c'est pendant l'été. Et on annonce sa présence à la tête de The Suicide Squad, je crois en octobre. Octobre ou novembre, ouais, c'est ça. Évidemment qu'ils ont tracté bien avant. C'est ça, parce qu'ils n'ont pas négocié en 2 jours, donc ça veut dire qu'à la seconde où il a été en dehors de Disney, d'ici a fait... Voilà, c'est un peu plus complexe que ça, mais clairement on va vraiment Warner dire sautons sur l'occasion. Et donc voilà, d'ailleurs The Suicide Squad porte, alors il faut savoir que James Gunn, lui pour le coup, il a toujours... pas regretté, mais il a toujours dit que le tweet qu'il avait sorti à l'époque, il trouvait que c'était de l'humour qui lui correspondait plus trop, que c'était plus vraiment ça qu'il voulait faire en fait, tout simplement, et il avait d'ailleurs beaucoup respecté la décision de Disney qui l'avait viré. Mais bon, là, on sent dans ce Suicide Squad... Alors après, Gunn... pour lequel j'ai beaucoup de sympathie néanmoins, il a toujours été extrêmement stratège sur sa communication, et très... je lui dis pas comme un reproche, parce qu'à un moment, si tu bosses pour Disney, c'est pour ça qu'il marche aussi dans cette industrie-là. Mais je crois que c'était alors qu'il y en avait même au sein de Disney qui avait gueulé quand Edgar Wright s'était fait dégager de Ant-Man, il y en a un qui était resté, on va dire, d'une diplomatie glaciale, c'était effectivement lui, c'est-à-dire que je pense que, comme c'est pas la moitié d'un imbécile, il s'est effectivement dit, la seule issue positive, elle peut arriver que si moi je me tais. C'est-à-dire qu'il fallait pas monter au créneau contre Disney, il fallait au contraire dire « Ah bah oui, je comprends bien que c'est pas facile, effectivement, j'aurais pas dû faire cette tweet-là ». Et donc il a été stratège, en fait, de manière assez maligne. Voilà, parce que, et c'est là que ça devient succulent, on va dire, après avoir été annoncé à la tête de Suicide Squad, Marvel, ils lui ont dit
Ouais, non, mais en fait, c'était bien quand même quand tu faisais des films pour nous. Et Et du coup, ils l'ont repris, ce qui est quand même assez fou. Je veux dire. puis ce qui est assez rare, je crois, même si on Ouais, regarde l'histoire récente de Disney, hein, oui. le studio a pas trop pour habitude de se dédire, au contraire. Mais je crois aussi qu'ils ont pris conscience qu'ils s'étaient quand même bien fait avoir, Ah oui. littéralement, et que en fait, le public de Gunn, qui est massif, et donc le public de Disney par extension, lui était en fait avait gardé son sang-froid. Donc du coup, son renvoi n'avait plus beaucoup de sens, et voir leur meilleur poulain, et un poulain qui rapporte quand même beaucoup de billets verts, partir chez Warner, je pense que c'est un peu gratouillé. Et Quoi. puis alors, il n'est pas revenu à moitié, parce qu'il est revenu non seulement pour les Gardiens de la Galaxie 3, mais il a négocié de faire Gardiens de la Galaxie Christmas Special, il fait une série sur Baby Groot, là. Enfin bref, il revient par la grande porte. Et je trouve que ça en dit beaucoup de sa puissance vraiment dans ce Hollywood-là, qui a tendance à quand même gommer beaucoup les auteurs, etc. C'est-à-dire qu'à la fois, il a un univers qui est quand même, je trouve, relativement reconnaissable. Il se joue d'ailleurs de beaucoup des conventions qu'on prête à ces films-là, notamment chez Marvel, c'est-à-dire que Les Gardiens de la Galaxie, comme The Suicide Squad, est un film qui n'essaye pas de rentrer dans ce genre d'énormes sérioles qu'ils essayent de construire sur la longueur. C'est vraiment des films à part qui se passent littéralement dans une autre galaxie, quoi. Et pourtant, je pense que son sérieux, enfin je veux dire sa rigueur et tout simplement sa capacité de jouer de l'émotion et des grands thèmes de la pop culture lui permettent d'être vraiment apprécié par ses marques, d'avoir un vrai lien avec le public et ses grosses machines. Et mine de rien, ils sont très peu à faire ça. C'est assez impressionnant. À l'époque, on aurait peut-être pu parler de Joss Whedon, mais alors là, ça commence à être compliqué. Voilà, ça a ripé, votre honneur. Voilà. Mais oui, non, et puis il y a un truc qui est frappant, non pas que ça fasse de lui un génie, j'ai presque envie de dire au contraire, mais ce qui est terrible, si tu veux, c'est que tu te dis qu'il y a quand même de grosses pertes de savoir-faire, en tout cas du côté du blockbuster américain, parce que finalement, ce que fait Gunn, ça n'est jamais que écrire avec un minimum de rigueur, de savoir-faire et de technique, des films avec des personnages. Et attention, c'est pas du tout une manière de minorer le film, auquel je prends énormément de plaisir, mais tu vois, il révolutionne pas l'écriture de films choral ou ce que tu veux, Ouais. non, mais le fait est qu'en revanche, il traite rigoureusement ses protagonistes. Il leur donne des conflits, des enjeux qui sont traités dans le film, qui ne sont pas traités que par le dialogue, et voilà, enfin bref, il arrive à faire des récits de personnages, ça a l'air bête, hein, dit comme ça a l'air d'être une évidence, mais c'est précisément ce que Marvel a beaucoup de mal à faire, parce que, je veux dire, très concrètement, et qu'on aime ou pas ces films, ils ont un côté très formulaïque, aussi parce que l'écriture, notamment des personnages et des héros, est très semblable d'un film à l'autre, et que très souvent leur différence de personnalité, de caractère est très cosmétique, et il y a quelqu'un qui arrive, avec pas mal de malice, à déjouer ça, mais en gardant les faveurs du public, c'est Gunn. Parce que par exemple, il y en a un autre qui a essayé de faire ça, et qui, à mon sens, l'a plutôt très bien fait chez Marvel. C'était Iron Man 3, c'était Shane Black, sauf que Je Shane vais pas te Black... faire que des amis en disant ça. Ouais, mais justement, Shane Black, lorsqu'il est sorti, alors aujourd'hui le film, on va dire, met un peu moins en colère les gens, mais il faut se rappeler, quand Iron Man 3 est sorti, il y avait une partie du public de Marvel qui était contre, en fait, qui était vent debout contre le film. Et or, il se trouve que Gunn, en restant lui-même, est parvenu à ne pas déclencher comme ça de levée de bouclier. Sachant que lui, il avait fait les très bons choix toujours de s'attaquer à des licences qui n'étaient pas aussi intrinsèquement liées à Marvel que Iron Man, par exemple. Où là, si tu touches un truc, comme le mandarin, par exemple, pour parler de Iron Man 3, tu détruis toute une petite religion, quoi. C'est compliqué. Et d'ailleurs, pour conclure de ma part sur Gunn, pour moi, le sommet du truc, c'est que je crois qu'on lui a demandé s'il avait encore des trucs prévus chez DC. Il a dit que oui, il voulait prévoir des trucs et que oui, des trucs étaient prévus. Donc le mec officie sur les deux écoles, quoi. Déjà, il a écrit et réalisé Peacemaker, qui sera donc la série, en tout cas au moins la première saison, dont je crois le tournage est terminé là, et vu qu'elle est programmée en 2022 forcément, et donc qui sera avec John Cena et qui va suivre Peacemaker, un des personnages. Le psychopathe fini de The Suicide Squad. Donc de toute façon, oui, il a encore des choses à venir chez DC. On va voir. Après, on va voir dans quelle mesure. Mais moi, j'ai le sentiment, on le disait avant de commencer le tournage, que en revanche, il a pas du tout d'ambition à la Kevin Feige, ou à la J.J. Abrams, qui est en train de prendre énormément de place. Ça va pas se voir tout de suite parce que là, c'est des trucs qui sont en pré-production, mais qui va prendre énormément de place dans la production de contenu d'ici. J'ai pas du tout l'impression qu'il ait des volontés comme ça d'homme orchestre, qu'il ait des univers dans lesquels il officie et où il jouit d'une relative liberté, sans doute. J'ai pas l'impression du tout qu'il ait de grandes envies de chef d'orchestre. Ouais, pour moi, c'est là que ça rejoint cette idée selon laquelle, pour moi, malgré le fait que ce soit un film qui est en fait d'une humilité et d'une simplicité
absolue, c'est-à-dire que c'est vraiment un film tout con qui se revendique comme tel, bah The Suicide Squad, ça pourrait avoir pas un impact, mais ça pourrait quand même marquer le genre super-héroïque qui est quand même, enfin qui commence à se traîner. Je veux dire, le MCU, ça fait 10 ans, et avant, ils avaient déjà commencé depuis belle lurette, bah à travers cette ambiguïté-là, c'est-à-dire que finalement, le manque d'ambition, encore une fois, ça paraît pas, comment dire, ça paraît un peu péjoratif de dire ça comme ça, mais pas du tout. Pour moi, c'est une vraie qualité. Le manque d'ambition de Gunn, c'est-à-dire sa volonté de Ou faire... sa simplicité en fait. Exactement, sa simplicité. Et bah, ça en fait un peu un ovni, encore plus dans l'idée qu'il évolue dans des univers qui ont ces grandes revendications d'univers étendu, etc., etc. Et bah finalement, c'est un peu grâce à ça qu'il va signer. On a titré la critique, j'ai titré la critique The Suicide Squad de Renaissance d'ici. Bon, évidemment, parce que ça va tirer les gens, voilà, je l'ai dit. Ah bah bravo. Bravo, espèce d'enjailleur de clics. Mais parce que c'est vrai. Enfin, je veux dire, non mais c'est vrai. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Je pense que Joker a été un peu un électrochoc par rapport à ça, sur le fait que finalement un film qui ne soit pas, qu'ils avaient produit un peu, pas en soum-soum, mais ça leur a pas coûté très cher. Il a coûté une quarantaine de millions en voilà, promo, ce qui est ridicule à côté des budgets des Avengers qui vont taper dans les 50. Voilà, ils ont bien fait attention de ne pas le mettre dans le gros univers qu'ils ont essayé désespérément de créer encore et encore, en se fracassant les dents sur le parquet à chaque fois. Et ils se sont bien rendus compte qu'en fait, copier cette formule-là, cette ambition de Marvel qui devient mais absolument démesurée, c'est-à-dire que déjà Endgame c'est de la folie. Quand on réfléchit un peu à Eternals, on se dit mais vous allez où là? et de revenir à quelque chose de en fait des one shot. Et finalement c'est un truc qui est très pop culture, qui est très pulp. C'est-à-dire que vraiment tu prends 2 heures de ton temps devant un truc qui est rigolo, qui ne demande pas que tu aies vu 40 heures de trucs avant et 30 heures de trucs après. Un bon divertissement. Et même s'il y a la série Peacemaker, je pense que l'une et l'autre des deux productions, même si bon évidemment Peacemaker sera quand même très très lié à Suicide Squad, mais l'une et l'autre des productions se savoureront vraiment comme des entités en tant que telles, et j'ai l'impression que dans la carrière de Gunn, il y a un peu cette résurgence... Oh là, c'est un mot très compliqué. Cette résurgence. Cette résurgence qui apparaît quoi, et qui, je trouve, fait pas mal de bien à l'industrie, et qui si le film marche, ce qui, on l'a dit, n'est pas gagné, mais si il marche, pourrait donner quelques leçons quoi. Alors moi j'aimerais bien que tu aies raison, encore une fois, parce que j'aime beaucoup le film et puis parce que je pense que oui, il y a pas mal de prods qui gagneraient à s'inspirer un peu en tout cas de sa philosophie, de sa fabrication, mais je doute très franchement que ça arrive. Non pas pour des simples raisons de succès ou pas ou quoi, parce qu'en même temps, si tu veux, actuellement les producteurs et les studios sont pas complètement débiles, ils sont capables d'interpréter des chiffres plus faibles comme étant néanmoins des signaux positifs d'adhésion du public. Mais je pense que le film arrive trop tôt pour donner envie aux studios de repenser leur logique de production de blockbusters super-héroïques, tout simplement parce que je pense pas qu'il y ait véritablement de philosophie dans la manière dont ils font les univers étendus. C'est-à-dire, ils constatent que ça fonctionne extrêmement bien comme ça. Et puis, il faut le dire, aussi une vraie appétence du public. Hein. Oh, bien sûr. Nous, il y a plein de gens sur Écran qui commentent en disant « Mais moi, je kiffe mes univers étendus, j'aime que tout soit relié dans le MCU, je vois en quoi ça limite peut-être ma satisfaction à l'instant T, mais ce grand mouvement, cette idée, oui, de serial, de série, de blockbuster sériel, ça m'amuse. Et c'est pas pour rien que tous les studios ont essayé d'avoir dans différents domaines leurs univers étendus respectifs. Donc si tu veux, comme j'ai l'impression que le public désire encore ça très fort, quand bien même le film marcherait, et marcherait bien, c'est nécessairement, me semble-t-il, plus risqué, plus insécurisant, et et plus compliqué pour un studio de confier une série de one-shot, quand bien même très supervisée, à des auteurs ou simili-auteurs, ou en tout cas à des metteurs en scène qui ont un minimum, on va dire, de liberté. Je pense que c'est plus compliqué à gérer pour un studio que un espèce de super pool de super auteurs qui déroule du câble en fait. Et donc j'ai peur que le film arrive trop tôt, c'est-à-dire que quand bien même il satisferait ou il satisfera le public, je sais pas si ce sera de nature à faire dire autre chose à un studio que décidément Gunn, lui on peut lui confier des trucs. Mais je sais pas si le film peut du tout avoir une mécanique d'entraînement au sein du Hollywood actuel. Oui, ça ressemble pas encore un peu à des expérimentations, mine de rien, parce que de toute façon cette vague de films un peu one-shot, je pense qu'elle a quand même été annoncée avant Joker, ou alors elle a été forcément pensée avant. On pense au Batman de Matt Reeves par exemple, qui a l'air d'être un peu dans la même dimension, quoi, ce truc un peu à part, qui a rien à voir je pense avec Suicide Squad, qui est plutôt en mode sombre dépressif, détective story quoi. Et oui, peut-être que ils arrivent un peu tôt ou un peu tard en fait, l'un ou l'autre. C'est possible, mais ça en dit beaucoup, je pense. Gunn, en tout cas, par exemple, a une philosophie à ce propos
qui est assez amusante et assez honnête, pour être honnête. Oui. Et il vaut mieux, pour être honnête, mieux vaut Être honnête, exactement. Parce qu'il a dit récemment, d'ailleurs, je crois que c'est dans The Irish Times, Oui. que lui, il y a beaucoup de super-héros actuels qui le faisaient chier. Voilà, il a dit comme ça, il a dit boring, je crois. Il a dit si le genre continue sur ses rails actuels, il va vraiment devenir extremely boring, extrêmement ennuyeux. Il a dit si le genre continue sur ses rails. Et en fait, pour moi, quand il dit ça, quand il dit ses rails, beaucoup de gens s'imaginent la structure globale du genre qu'on a l'habitude de voir. Voilà, les origin story, etc., que beaucoup de gens n'apprécient plus, même si paradoxalement les films font encore des sommes astronomiques. Mais plutôt, ouais, ce fantasme absolu du contrôle sur un truc qui pourrait se tenir sur ultra longtemps. Et lui, en fait, il pense vraiment, et en fait, il a raison, Hollywood comme des cycles. Enfin, il n'a pas donné d'exemple, mais on peut parler du peplum, du western, voilà, des genres qui actuellement sont extrêmement appréciés par beaucoup de gens, qui sont très estimés, mais qui à l'époque regorgeaient de. Enfin, je veux dire, le peplum, il y a quand même un paquet de saletés dans la. Bien sûr, mais qui étaient des genres, qui étaient des genres qui allaient avec leur époque, qui étaient le genre maître du cinéma grand public, populaire, et qui ont produit des dizaines de films, parfois pendant des décennies. Et voilà, et qui se sont taris au bout d'un moment de façon logique. En fait, c'est des mouvements culturels de la plus naturelle des façons. Et en fait, lui, il a un point de vue sur ça qui est super clair et qui, je trouve, jure beaucoup avec ce que, par exemple, fait Kevin Feige et qui est devenu un peu une sorte de philosophie générale autour du super-héros qui est on fait un truc qui va durer des millénaires, une œuvre incroyable qui se construit longtemps. Et lui, il se dit, bah, oui, mais non. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça va se passer. Oui, sans doute. Mais il en est aussi sans doute conscient parce qu'il y a quand même une grande partie de son œuvre, même s'il n'est pas toujours dans le pastiche et la parodie, qui est du commentaire sur la pop culture. C'est-à-dire qu'Horribilis, c'est un hommage au cinéma d'horreur des années 80, et donc il en interroge les motifs, comment ça fonctionne, pourquoi, et il le fait avec une certaine distance. C'est pas pour rien qu'il donnait le premier rôle à Nathan Fillion, un comédien qui naturellement te met sur la voie, on va dire, ouais, d'un regard amusé, un peu goguenard. Et qui est dans ce Suicide Squad d'ailleurs. Absolument, qui joue l'enfant détachable. This Detachable Kid. Et ou pareil, super, on le disait en début de vidéo, c'est un pas de côté sur les super-héros déjà. Donc il est forcément très conscient des possibilités, mais aussi des limites des genres, et il s'amuse sans doute plus à y aller comme un pirate, à se dire tiens, j'ai envie de faire ce film-là, comment je peux le faire rentrer dans le flux actuel du super-héros. Ouais, c'est exactement ça, oui. Et du coup, voilà, la question c'est, est-ce que ça fera pas date ? C'est évident, mais j'aime à penser que en fait, moi je pense que ce qui pourrait vraiment faire du film une petite référence, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que Clairement. Le film a vraiment le potentiel de devenir une sorte de truc pas qu'on se passe, mais qui se transmet en disant non mais t'as vu Suicide Squad, c'est quand même assez fou quoi. Mais oui, mais disons que c'est un film qui serait arrivé à l'époque des vidéoclubs, ça aurait été ce qu'on appelait un succès de vidéoclub. Ah oui, carrément, un succès vidéo. Tout à fait. Et puis il a cette espèce de vibration qui est entre les 12 salopards, plein de choses, un peu du cinéma de Peckinpah. Alors attention, c'est pas la Horte Sauvage, je me fais toute pas dire. proportion gardée. Bien sûr, toute proportion gardée. Mais tu sens qu'il adore ces œuvres-là, manifestement. Et voilà, il y a cette espèce de petite vibration très particulière qui, ça je suis d'accord avec toi, je pense fait que il y aura quand même pas beaucoup de gens pour le détester. C'est pas facile, il faut en vouloir pour pas passer pas prendre du plaisir dans ce film. C'est cette fibre profondément aimable en fait de Gunn, paradoxalement, sachant qu'en plus il met en scène des trous du cul finis quoi. mais cette fibre aimable qui, je pense, c'est un truc qui va un peu taper dans l'œil des majors, surtout de Warner, qui se prennent quand même des volets de bois vert depuis très longtemps. Après, la fameuse affaire, je dis pas le mot, sinon la section commentaire va se transformer en pugilat, mais on sait de qui on parle. Tu parles de la Ligue des Justiciers ? Voilà. Je sais pas ce que c'est. Mais même de chez Marvel, enfin, je veux dire, en fait, il y a une certaine défiance envers les grosses majors. Alors, et eux, ils aiment avoir une tête un peu aimable, quoi. Ouais, mais ça, après, tu vois, je serais très... et pour conclure, là, moi, là-dessus, c'est pareil, j'ai pas tout à fait le même ressenti que toi. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une frange du public qui s'est lassée, mais c'est normal. Comme tu disais, le genre des super-héros s'est industrialisé il y a 10 ans et existait déjà depuis au moins une décennie de manière très forte avant. Mais en revanche, pour une frange du public qui s'est lassée, il y a toute une frange de nouveaux spectateurs qui avaient 5, 10 ans quand on commençait ces films, quand Iron Man est arrivé en 2008, et qui, eux, je pense, là, sont à fond maintenant. Et en fait, c'est pour ça que je te dirais, nous, on peut avoir des fois le miroir un peu déformant, parce que
ça c'est le jeu des commentaires sur un site internet, on a plein de gens qui en ont marre, qui viennent nous dire j'en ai marre, et puis tu regardes les entrées en salle, tu fais ah ouais, soit tu y allais quand Oui, même, soit clairement, les gens n'en ont pas marre, ça c'est sûr. C'est ça, Pour voilà. l'instant en tout cas. Mais... Voilà, donc oui, il faut faire attention, je pense, mais tous, hein, comme commentateurs, lecteurs, critiques, spectateurs, aux espèces d'effets, d'algorithmes, de loop, d'écho que peuvent nous donner les outils qu'on utilise tout simplement pour naviguer un peu dans la pop culture, parce que oui, mais disons qu'il y a comme ça des bulles, des bassins d'opinion et de cinéphilie ou de cinéphagie qui ont de grandes chances quand même de kiffer le film. Et voilà, et c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire pour ce débat, parce que vous ne le voyez pas, mais notre monteur Maximin me fait des signes désespérés et s'apprête à m'insulter. Il opine du chef désormais. C'est donc le signal pour vous dire qu'on espère que ce débat vous a intéressé, qu'il vous a plu, qu'il vous aura donné envie ou de voir le film ou de venir en causer avec nous si vous l'avez déjà regardé. Évidemment, de soutenir Écran Large. Mais comment soutenir Écran Large ? Eh bien, il y a un lien en description de cette vidéo pour vous aider à le faire. N'ayez pas peur de nous donner votre argent ou celui de vos parents. Ils l'ont bien mérité. Et puis n'hésitez pas à aller lire la critique de Mathieu qui est dans la description de cette vidéo, notre première critique vidéo qui est dans la description de cette vidéo, vous abonner, taper sur la cloche, mettre des likes, des commentaires. Nous on vous embrasse, on pense bien à vous, on espère que tout va bien, ou aussi bien que possible. Bisous. Salut.